aujourd'hui, on a une session avec Samuel Turian. Merci beaucoup d'avoir accepté d'animer ce temps avec nous, Samuel, qui sera autour des questions de participation sur les enjeux de bien-être et de dynamique d'acteurs sur les enjeux de bien-être. Donc, la demande qu'on a fait un peu à Samuel, c'est de dire, bon, Spiral, on va dire, les grandes briques, on les connaît déjà. C'est une des plus vieilles initiatives. C'est vraiment diffusé à plein d'endroits. Ça a été une initiative très ambitieuse et ça l'est toujours, mais c'est plus de se dire, bah, finalement, après 20 ans, Samuel, de Spiral, un peu plus même. Oui, 2005-2006, oui. Voilà, 20 ans de Spiral, quel est le bilan qu'on peut en tirer? Quelle est finalement l'actualité de la démarche et des dynamiques d'acteurs autour de ça et comment on peut parler des perspectives à développer pour que ça prenne plus d'ampleur, pour aller sur des démarches qui sont plus intersubjectives, pour aller sur de l'évaluation participative, par exemple de l'impact. Donc l'idée, c'était vraiment pas forcément de refaire toute l'histoire de Spiral, mais de repartir de ce regard d'ensemble que Samuel peut avoir sur la démarche pour se dire, bah, à partir de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour progresser sur ces démarches autour du bien-être et des dynamiques d'acteurs associés. Donc voilà, slide numéro 2, là tu peux passer tout de suite au deuxième. Là, donc je vais faire une présentation en 3 points. D'abord, bon, un cadre théorique et méthodologique des démarches intersubjectives, parce que c'est ça dont il s'agit. Hein. Un petit retour d'expérience de la démarche spirale autour du bien-être, tout l'horizon des principales applications, des dynamiques qui ont été réalisées et le rôle du réseau Together. Et puis finalement, terminer sur les perspectives et l'élargissement d'autres démarches intersubjectives qui pourraient être complémentaires. Donc sur le premier point, donc vas-y. Voilà, donc pour rappeler bon, que le point de départ, c'était l'idée de repenser l'objectif du progrès, plus autour du bien-être, mais plus autour du PIB, mais autour de l'idée de bien-être. Hein. Et aujourd'hui, on dit plutôt que bien-être, on dit plutôt épanouissement de tous et toutes, hein, générations futures incluses, donc en préservant et améliorant les conditions de vie sur Terre. C'est un plus par rapport au bien-être, dans l'idée que bon, le bien-être c'est statique, l'épanouissement c'est quelque chose de vraiment dynamique, comment chaque personne peut dans sa vie arriver à s'épanouir, hein, et tout en participant à l'amélioration des conditions de vie sur Terre. Donc il y a une non-contradiction, mais une complémentarité entre les deux, hein, c'est un peu l'idée de sobriété heureuse, hein, le fait que ben, on peut très bien être bien tout en préservant la planète. Mais au-delà, c'est l'épanouissement par la participation active et équitable de chacun dans la préservation et l'amélioration des conditions de vie sur Terre, hein, où chacun a un rôle et chacun participe à cette amélioration. Alors, les premières étapes de cette démarche, c'est d'abord partager cet objectif, hein, d'abord être d'accord sur cet objectif, et ensuite construire une vision collective des attentes de chacun en termes de bien-être. Alors, dans un espace de vie partagé, ça peut être au niveau d'un territoire, d'une école, d'une entreprise, bon, d'un lieu sur lequel on partage, où les gens vivent ensemble. Hein. Voilà, tu passes à la suivante, s'il te plaît. Alors, en termes méthodologiques, la première chose, c'est que le bien-être est un concept subjectif, hein. Donc par nature, hein, donc forcément, on doit partir de la parole de chacun. Chacun a sa propre vision du bien-être, hein, et donc elle doit pouvoir s'exprimer de manière universelle. Hein, chacun doit pouvoir en parler. Et donc, comment on arrive à partir des paroles de chacun, construire une vision collective au niveau de cet espace de vie. Donc, c'est une démarche qu'on dit intersubjective, hein, c'est-à-dire à partir de la subjectivité de chacun, construire une vision intersubjective. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que, ça c'est un point sur lequel on insiste beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à une démarche scientifique objective, il y a quand même aussi une grande rigueur à avoir dans les démarches intersubjectives. Hein. D'abord, le fait d'assurer un droit de parole pour tous, égal pour tous, c'est-à-dire que tout le monde a droit à la parole, personne n'est exclu de cette parole. Hein. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est-à-dire chacun pouvoir s'exprimer directement par lui-même. Il n'y a pas d'interférence dans la façon dont les gens vont penser, c'est-à-dire qu'on ne va pas orienter leurs pensées, mais on les laisse libres, avec des questions ouvertes et en laissant le nombre de réponses qu'ils veulent donner. Et puis, dernier point, ça veut dire aussi des synthèses participatives où chacun participe. Il n'y a pas quelqu'un qui fait la construction de la vision collective, mais c'est quelque chose qui est construit ensemble. Donc ça, c'est des principes de base. Et donc, comment est-ce qu'on a concrètement? Eh bien, on va partir des personnes individuelles pour ensuite passer au niveau du groupe
Et là, on prend des groupes homogènes, c'est-à-dire des personnes qui sont à peu près de la même catégorie. Par exemple, et ça, c'est au niveau local hein, que le groupe qui organise ça, hein, qu'on appelle groupe de coordination, décide comment organiser ces groupes homogènes. Ça peut être, par exemple, des hommes et des femmes ou de différents types d'âge. Et ensuite, on passe entre les groupes, donc il y a des synthèses au niveau des groupes, et ensuite au niveau plus global, sur la vision du bien-être sur le territoire ou sur l'espace de vie commun. Donc, ça veut dire concrètement, alors ça, je pense que vous le connaissez déjà, c'est initier la démarche par des approches, par des post-it individuels, et puis ensuite on passe sur cette phase collective pour les. Attends, tu as allé trop vite là, excuse-moi. Bon, c'est pas grave. Bon, et donc on va classer ensuite ces critères de bien-être suivant une grille qui a été construite au fil des années à partir des réponses de tous les citoyens et qu'on a pu tester hein, pour voir si effectivement ça marchait. Et à partir, on a commencé cette grille en 2005-2006, elle a été terminée en 2014. Enfin, disons, au moment où on savait que ça marchait et tout le monde pouvait le faire. Aujourd'hui, on l'utilise très facilement, les gens l'utilisent et classent leurs critères. Là, vous voyez ici la grille, bon, avec ces 9 dimensions du bien-être, il y a 68 composantes. Et puis autour, vous voyez, on a placé, maintenant c'est un peu la méthode qu'on utilise, bon, c'est qu'on place autour des post-it que les gens ont écrits. Et ça permet de voir comment elles sont réparties hein, dans les différentes dimensions. Et ensuite, de groupe, d'aller voir concrètement ce que chacun écrit pour pouvoir comprendre quels sont les éléments essentiels sur lesquels ils ont exprimé du bien-être ou du mal-être. Et de là, ils peuvent sortir des priorités qui, pour eux, sont importantes pour améliorer leur bien-être sur l'espace de vie commun. Voilà. Donc là, j'ai fait cette photo parce que c'est pour montrer un petit peu comment on le fait maintenant aujourd'hui, parce qu'avant, on mettait ça sur la grille, on voyait pas grand-chose. Là, on voit très bien, et on met au milieu, on compte les points en mettant des petites boules, ce qui permet de voir à la fois la répartition quantitative, mais aussi d'aller voir le contenu pour comprendre pourquoi on a parlé, par exemple, de déséquilibre démographique plutôt que de politique publique ou de relations d'amitié, etc. Tu peux passer au suivant, s'il te plaît. Voilà, bon, ça c'est juste pour vous montrer les petits points, on ne les voit pas très bien, mais c'est qui permettent justement de faire cette classification. Au suivant. Alors, les retours d'expérience. Bon, c'est une démarche qui a été appliquée aujourd'hui dans plus de 300 territoires et acteurs collectifs d'une vingtaine de pays européens. Bon, vous pouvez voir là, on a tout maintenant sur le site web, donc on voit tous les différents territoires qui l'ont appliqué, les groupes homogènes qui ont été créés, les critères de bien-être et de mal-être. Hein. Et alors, il y en a fois dans des pays européens, y compris la Russie, qui à l'époque qui faisait partie, et puis dans les pays africains aussi, et aujourd'hui aussi sur Montréal, l'Amérique latine. Bon, voilà, donc vous pourrez voir. Alors, premier retour d'expérience, d'abord, c'est une connaissance assez fine des dimensions et composantes du bien-être. Hein. On a 150 000 réponses classées, donc on sait aujourd'hui quelles sont les grandes dimensions et les grandes composantes du bien-être. Hein. Donc, c'est cette fameuse grille qu'on utilise et qui est extrêmement pratique. Au fur et à mesure qu'on avançait avec le temps, ça s'est confirmé. Hein. Peut-être que si on appliquait ça en Chine, on découvrait peut-être des choses différentes, mais pour le moment, c'est ça. Hein. Et on peut dire, voilà, un premier résultat, c'est ce que c'est que le bien-être pour les citoyens. Ça s'exprime dans cette grille-là, évidemment de manière différente suivant les territoires, suivant les caractéristiques de chaque groupe, mais on a la base. Hein. Alors, deuxième retour d'expérience, c'est que ça permet un grand rapprochement hein, entre les personnes, une compréhension, un dialogue, surtout dans des situations où les gens ne se parlent plus ou sont des fois parfois en conflit. Hein. Ils n'ont pas les mêmes valeurs. Dans des zones où, par exemple, on a des immigrés, où on a des conflits latents, même parfois entre générations, ou même dans des zones, dans le cas des écoles, c'est intéressant parce que du coup, il y a un dialogue qui s'instaure entre les élèves et les professeurs et le personnel de nettoyage administratif, etc. Et chacun s'aperçoit, les enfants découvrent que les professeurs ont aussi du mal-être, hein, mais pas le même que le leur.
et vice-versa. Et donc, y compris même dans les associations qui s'occupent de certains groupes cibles, ils découvrent ce que ces groupes ressentent vraiment. Et des fois, c'est assez surprenant parce qu'ils s'y attendaient pas. Et c'est parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de vraiment parler de ça, de se donner ce temps de réflexion introspective de chacun pour exprimer ce que c'est que notre bien-être, nos mal-être. Donc ça, c'est les éléments positifs. Par contre, il y a un certain nombre de difficultés qu'on a rencontrées et qu'on retrouve encore aujourd'hui. La principale, c'est que ce sont des applications trop ponctuelles, c'est-à-dire que on le fait une fois, on le fait deux fois, et ça s'inscrit souvent dans un processus particulier. Par exemple, il y a des communes qui ont utilisé ça pour leur plan d'action sociale, donc ils ont fait ça avec des groupes cibles qu'ils avaient dans le plan de cohésion sociale. Et puis une fois qu'ils ont fait ça, ils ont dit, bah voilà, on sait maintenant ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent, et puis voilà, c'était oublié. Il y a d'autres cas, par exemple dans les écoles, où c'est fait quelques fois, et puis au bout d'un an ou deux, on arrête parce qu'on n'a pas le temps, parce que ça se fait en dehors des heures de cours, et donc ça n'a plus intérêt de continuer. Donc il y a vraiment un problème. Il y a un problème et dans les entreprises, pareil, on a eu des entreprises, on fait ça une année ou deux, puis après c'était fini. C'est-à-dire qu'en fait, et alors du coup, on n'a pas le temps, le processus n'a pas le temps de mûrir pour arriver sur qu'est-ce qu'on peut aller plus loin et comment on pourrait s'inscrire dans une action. Parce que c'est une des choses aussi, c'est que quand on débouche sur l'action, et c'est ça quand même l'objectif, eh bien, ça arrive effectivement sur des actions qui ont été parfois très intéressantes, très innovatrices, mais qui sont restées ponctuelles, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, après, bon, je vois par exemple Mulhouse, qui était la première ville qui a appliqué ça. Ils ont énormément d'actions qu'ils ont développées à partir de là. Mais le processus n'a pas eu vraiment de suite, quoi, disons. Voilà. Donc il y a un problème vraiment d'inscrire ça dans le fonctionnement institutionnalisé, c'est-à-dire dans les cursus scolaires, dans la gestion entrepreneuriale, dans les types politiques publiques, parce que c'est quand même quelque chose qui est fondamental pour le bon fonctionnement de la société, de pouvoir parler de ce que c'est que le bien-être et le mal-être. C'est une des formes de connaissances les plus importantes qu'on puisse avoir en dehors de la connaissance du milieu, etc. De savoir qu'est-ce qu'on attend les uns les autres et construire cette vision collective du nous, de qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que c'est que finalement on est tous ensemble, qu'est-ce que c'est notre bien-être à tous, et notre mal-être et quelles sont les différences. Bon, l'autre difficulté, c'est une faible culture de la démocratie citoyenne. Très souvent, on est confronté à des situations où on considère que c'est un exercice intéressant, mais c'est pas ça l'essentiel, et on passe et ça reste quelque chose un peu décoratif, disons, dans le paysage institutionnel, parce qu'on ne voit pas l'importance que ça peut avoir, ou alors on impose un peu trop, ou bon. Donc du coup, c'est vrai que même au bout de, presque 20 ans d'application de cette méthode, ça reste quand même quelque chose qui n'a pas vraiment encore apporté un changement dans la façon de construire le futur et le bien-être et la participation. Voilà, donc c'est un peu ça. Tu peux passer au suivant, s'il te plaît. Voilà, alors, c'est vrai que, bon, face à ces difficultés, on voulait absolument ne pas perdre tout ce qui a été construit avec cette méthode et avec ces approches dans les différents territoires. Donc il s'est constitué, avec d'ailleurs au début l'appui du Conseil de l'Europe, un réseau qui s'appelle Together, qui regroupe tous ces territoires et acteurs collectifs qui ont appliqué la méthode, et d'autres qui s'inscrivent dans cette idée de co-responsabilité, parce que derrière ça, il y a l'idée de comment être co-responsable du bien-être de tous, que c'est une affaire qui touche tout le monde et pas seulement les pouvoirs publics, mais aussi les entreprises, les citoyens, etc. Donc il y a ce réseau qui s'appelle Réseau international de co-responsabilité, qui a plusieurs rôles. La première chose, c'est capitaliser les résultats. On a une base de données online qui a 17 ans maintenant et dans laquelle on trouve pratiquement toutes les réponses qui ont été données sur ces 17 années et malheureusement qui est trop peu exploité, je dirais entre guillemets, parce qu'on n'a pas les moyens, il n'y a pas de gens qui sont vraiment intéressés à ça, quoi. Donc, mais ça existe, c'est là. Deuxième chose, diffuser la démarche. Bon, ça, il y a un réseau de dynamiseurs qui a été constitué, qui eux, connaissent et sont capables de former des gens et aussi former ce qu'on appelle des facilitateurs, des personnes qui eux-mêmes sont sur le terrain. Les dynamiseurs interviennent plutôt au niveau d'un pays ou d'une région. Et voilà, notre troisième rôle, c'est évidemment l'expérimentation.
Essayer de faire toujours mieux, voir comment on peut l'améliorer, découvrir les uns des autres, hein, et apprentissage en réseau de la méthode. Hein. Et puis, évidemment, comment amener une démarche d'ensemble, hein, que ne se limitons pas simplement à la définition du bien-être, mais allant jusqu'à l'action, les actions de co-responsabilité, les évaluations, et comment on peut s'inscrire ça véritablement dans les politiques publiques, hein, pour le développement en général, hein, par rapport au bien-être de tous. Hein. Puis il y a un rôle plus politique, je dirais, hein, politique, c'est-à-dire dans le sens faire connaître aussi des propositions. Hein, on a fait un manifeste et appel pour la co-responsabilité qui a été envoyé aux Nations Unies. On a lancé un projet Apprenons à faire les bons choix pour amener les citoyens à choisir aussi, faire leurs choix en termes de... là aussi, pour faire le lien aussi avec les responsabilités par rapport aux générations futures. Et puis, on a actuellement un projet de solidarité universelle consistant à créer des liens directs entre des groupes qui sont au niveau local, qui existent déjà, surtout dans les pays du Sud, mais qui ont besoin de moyens, et puis d'autres qui sont... Donc, créer des jumelages avec d'autres qui ont plus de moyens et qui peuvent les aider. Voilà, je passe très, très rapidement hein, pour pas trop prendre de temps sur la présentation. Alors, quelles seraient alors, démarches intersubjectives? Vous voyez que bon, l'idée d'une démarche intersubjective, c'est quelque chose qu'on a formalisé hein, comme tel et qui, à mon avis, a un rôle très important dans la construction du futur, dans les territoires et de manière générale dans la société. Hein. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe, première chose, du bien-être au bien? C'est-à-dire comment on peut, non seulement on peut se dire quels sont nos critères de bien-être et de mal-être, mais quels sont les biens qui sont utiles au bien-être. Hein. Alors, il y a des démarches qui existent dans ce sens-là. Hein. En France, il y avait, je crois, il y avait autour de Patrick Rivet, des gens qui avaient lancé cette idée de richesse. Je pense aussi à Alberto Maniaghi, qui est en Italie. C'est un architecte qui a essayé de poser la question qu'est-ce qui compte pour vous dans votre territoire? Quels sont les biens pour lesquels vous accordez une importance particulière? Alors, nous, on ne l'a pas fait, hein, franchement, mais c'est quelque chose à faire et je pense qu'il y a un lien très fort à faire. Hein. Ensuite, il y a tout ce qui concerne les fonctions sociétales, hein, c'est-à-dire tout ce qui concerne le rôle des différentes associations hein, ou autres. Alors ça a été fait surtout au Cap-Vert, hein, où on a travaillé sur des associations, parce qu'il y avait dans chaque petite communauté une association de communautaires, et se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une association qui fonctionne bien et une association qui fonctionne mal? Vous voyez que ces approches intersubjectives, c'est toujours des questions ouvertes, complètement ouvertes, avec chaque fois un plus, un moins, bien-être, mal-être, association qui fonctionne bien, qui fonctionne mal. Et là, c'était très intéressant, parce que du coup, il y a une réflexion sur comment ça fonctionne bien, comment on peut le faire fonctionner mieux. Et là aussi, avec une troisième question hein, qui est sous-jacente, que parfois on utilise, beaucoup l'ont utilisé, hein, qu'est-ce qu'on peut faire hein, la troisième question, oui, voilà, c'est ce qu'on obtient sur ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne mal, comment on peut l'améliorer. Et donc en faire un outil de suivi et évaluation. Hein. Bon, ça a été fait donc sur des associations, mais ça peut se faire sur n'importe quel service public, hein, sur des hôpitaux, sur des écoles, bon. Donc cette idée de fonction, hein, de fonction par rapport au bien-être de tous d'une entité, une entité institutionnelle. Voilà. Alors l'autre terrain sur lequel on a avancé, c'est l'idée de qualité du travail. Donc, alors, c'est intéressant. Bon, ça aussi, c'est une chose qui a été fait toujours au Cap-Vert, hein, avec un organisme qui s'appelle l'Observatoire du marché du travail. Et l'idée, c'était de travailler sur qu'est-ce que c'est que le travail, un bon travail. Même chose, qu'est-ce qu'un bon travail, qu'est-ce qu'un mauvais travail. Hein. Et donc, laisser les gens répondre et faire une analyse toujours sémantique des contenus et les classer suivant une grille. Alors, la grille qu'on a utilisée est inspirée de la grille du bien-être. Je vais la montrer tout de suite après. Hein.
Et donc là, c'est très intéressant parce que du coup, il y a un dialogue qui peut se faire au sein des entreprises. On l'a fait dans des entreprises, associations, dans des services publics, dans des entreprises de personnes handicapées, dans des centres de formation, bon, et voir comment ils peuvent arriver à des conclusions sur les améliorations apportées dans le dialogue. Hein. Donc, du coup, ça apporte quand même quelque chose de très intéressant en termes de dynamique sociale. Hein. Et enfin, un dernier point sur lequel on utilise l'approche intersubjective, c'est des évaluations d'impact. Alors ça, on l'a fait beaucoup. On l'a fait beaucoup. Je vois que Karine, qui est là, participe, parce qu'elle est de la région wallonne. On a fait ça pratiquement dans toutes les communes qui ont développé cette approche. Donc ça fait beaucoup de communes. Et donc l'idée là, c'est très simple. Hein, on l'a fait aussi pour différents projets, différentes actions. On pose 2 questions. Cette action ou ce projet, en quoi il vous a été positif pour votre vie, hein, ou est-ce qu'il a apporté un élément négatif? Et donc là aussi, et là on utilise la grille, toujours la même grille, hein, et qui permet donc toujours avec des post-it, hein, c'est le même système, hein, donc à chaque fois ces approches intersubjectives, c'est avec système individuel par post-it, et ensuite on met ensemble pour voir le résultat. Et là l'intérêt, si vous voulez, c'est que ça permet de voir sur une action donnée, qu'est-ce que ces actions apportent et surtout comment on peut les améliorer. C'est très simple à mettre en œuvre et on a tout de suite des réponses. Je vous donne un exemple concret. On a fait ça avec une action qui était pour les personnes souffrant d'obésité à Mulhouse. Et ils ont identifié, évidemment, quand ils ont posé la question, qu'est-ce que ça apporte, il y avait des réponses positives sur l'alimentation et sur la santé, mais il n'y avait rien sur le lien social, il n'y avait rien sur la reconnaissance, il n'y avait rien sur toutes ces dimensions-là de la grille qui était. Alors du coup, ça a amené une discussion, comment est-ce qu'on peut faire en menant cette action, parce qu'en fait, ils faisaient surtout de la pédagogie, hein, comment mieux cuisiner, mieux acheter des produits, etc. Au lieu de les acheter au supermarché, acheter aux producteurs locaux. Au lieu de faire des cuisines individuelles, organiser des petits repas dans le quartier, tous ensemble. Et donc comme ça, ils ont pu simplement, par cette évaluation, améliorer leur action et la rendre beaucoup plus pertinente par rapport à l'idée de bien-être de tous. Voilà, donc ça, c'est les grandes... Alors, donc, à chaque fois, vous voyez, on retrouve dans ces approches intersubjectives les mêmes principes, hein, donc de droit de parole égal pour tous, approche individuelle, ensuite par groupe homogène et par groupe, et puis ensuite tous ensemble, hein, pour voir les différences, et on apprend des choses très importantes, des différences de point de vue, et utilisation d'une grille d'analyse sémantique. Merci beaucoup, Samuel.